Bonsoir, enchanté. Merci d'être là pour cette première keynote, donc 20 minutes ensemble, pour effectivement regarder un sujet d'actualité qui est comment Microsoft intègre et met à disposition aujourd'hui et dans le futur des services basés sur les services OpenAI. On va le voir à la fois sur des services sur étagère que vous allez pouvoir consommer dans vos applications, mais également dans les propres produits Microsoft, puisque vous avez peut-être suivi un certain nombre d'annonces que l'on a faites récemment, où l'on infuse cette IA générative dans beaucoup de produits Microsoft. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de refaire un petit point sur la stratégie de Microsoft en termes d'intelligence artificielle. On n'a pas attendu le 4 décembre dernier et le lancement un peu plus en grande pompe de ChatGPT pour innover dans l'intelligence artificielle. Mais on fera un focus sur ce partenariat qui nous lie avec OpenAI en essayant de comprendre effectivement ce qu'on veut en faire, nous, chez Microsoft. Et puis ensuite, on fera un petit tour d'horizon d'un certain nombre de services Microsoft que vous connaissez certainement, dans lequel on infuse progressivement un certain nombre de services d'intelligence artificielle. Alors Microsoft et l'intelligence artificielle, ça remonte il y a quelques années maintenant, et cette innovation, elle est basée sur 3 piliers fondateurs. Le premier, c'est la recherche que l'on fait en interne, avec tout l'investissement que l'on met en R&D sur les différents services autour de l'intelligence artificielle, que ce soit sur du texte, sur de l'image, sur de la vidéo, sur de la reconnaissance faciale, on y reviendra tout à l'heure. Donc beaucoup d'innovations en interne chez Microsoft. Des partenariats stratégiques, et on va bien sûr ce soir discuter du partenariat stratégique du moment avec OpenAI qui défraye pas mal la chronique, et je reviendrai sur les différents services que l'on met à disposition sur nos plateformes. Et puis enfin, point important, c'est l'usage qu'on en fait et que l'on propose à nos clients de faire de cette IA, notamment l'IA générative, autour d'un IA responsable, et j'y reviendrai puisque c'est un sujet d'actualité, puisque on a vu et on a tous découvert la puissance potentielle de ces outils autour de ChatGPT notamment. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par replanter un petit peu le décor de l'accord qui lie Microsoft aujourd'hui à OpenAI. Donc OpenAI est une société complètement indépendante de Microsoft, qui a été créée dans les années 2015, non-profit au début, puis limited profit. Et depuis 2019, Microsoft a mis de l'investissement, à la fois en numéraire, mais également grâce à la puissance du cloud Azure, pour permettre à OpenAI de développer, d'innover et d'entraîner ces modèles, notamment le modèle que l'on connaît aujourd'hui autour de GPT ou de ChatGPT, j'y reviendrai. Microsoft donc utilise dans ce partenariat les services OpenAI pour les mettre à disposition sur notre plateforme, mais également pour les infuser dans nos différents produits, puisqu'on a aujourd'hui l'exclusivité de la consommation directe de ces services OpenAI que l'on peut mettre à disposition sur nos plateformes. Notez aussi que dans le partenariat, OpenAI utilise la puissance du cloud Azure pour entraîner et pour mettre à disposition le modèle, c'est-à-dire que si vous avez déjà essayé un petit test ou plusieurs tests de ChatGPT, eh bien sachez que ça tourne sur Azure. Mais OpenAI est indépendant de Microsoft, donc ils ont leur propre stratégie, leur propre go-to-market, leur propre définition de la sécurité, etc. Ce que nous, et la stratégie de Microsoft, c'est d'utiliser la puissance de ces différents modèles, et on va en voir quelques-uns listés ici, et de les mettre à disposition de nos clients entreprises avec un certain nombre de fondements en termes de sécurité, en termes de respect et en termes d'utilisation B2B de ces services. Quand on parle de ces différents services, les 4 grandes catégories que vous voyez ici, le premier autour du traitement du texte en langage naturel, donc différentes versions de GPT qui sont arrivées au cours du temps. Le deuxième autour de Codex, qui est également du traitement du langage, mais cette fois-ci plutôt code, et on va le voir pour des développeurs professionnels ou pour des citizen développeurs. DALL-E, qui permet à partir d'un prompt texte de pouvoir créer des images de synthèse. Et puis le fameux ChatGPT, sur lequel on a ajouté cette notion d'interaction de type chatbot beaucoup plus humaine, puisqu'il va garder un historique, et on l'a entraîné de manière plus précise pour avoir une interaction humaine encore plus intéressante, et c'est ce qui a notamment permis sa grande adoption depuis quelques mois maintenant sur le marché. Alors quelques exemples ici des différents services délivrés, et j'y reviendrai un petit peu après. Des exemples de texte, par exemple le côté GPT 3.5 ou 4 pour du résumé de texte par exemple, tel que vous le voyez ici. Codex, je vous en parlais sur la capacité soit d'interpréter, soit de générer du code logiciel, même si le modèle n'a pas été entraîné spécifiquement pour traiter du code logiciel, eh bien le fait qu'il ait consommé lors de son entraînement énormément de lignes de code publiques, eh bien ça va lui permettre de commenter du code ou à partir d'un langage naturel de pouvoir générer du code.
DALL-E, je vous en parlais, génération d'images de synthèse à partir d'un prompt texte. Et puis, le fameux ChatGPT, avec cette interaction dans le temps, puisqu'en plus d'avoir été entraîné et de savoir répondre à un certain nombre de questions, eh bien, on va avoir cette notion de continuité dans l'échange entre ChatGPT et l'être humain, puisqu'on va permettre de le guider et on va pouvoir avancer dans la conversation avec lui. Alors, ces services d'intelligence artificielle, on va voir qu'OpenAI vient compléter une série de services qui existent déjà sur les plateformes Microsoft. Ici, vous avez donc des services d'IA qui sont disponibles notamment sur Azure depuis quelques années. On parle dans le domaine du traitement des images, dans le domaine du traitement du son, de la voix, du langage. Ce sont des services sur étagère déjà prêts à être consommés. Des services encore plus aboutis qui vont nous permettre d'instancier de manière quasiment automatique un chatbot ou un environnement de reconnaissance d'images ou de reconnaissance de texte sur un document. Donc tout ça sont des services qui existent déjà sur Azure. On appelle ça généralement des services cognitifs qui sont très faciles à utiliser et notamment à intégrer dans vos propres applications. Ce que OpenAI et donc l'instanciation sur Azure est venu rajouter, donc ce service Azure OpenAI, j'y reviendrai dans un instant, c'est pour vous la capacité de consommer ce service et de l'intégrer dans vos applications métiers, à usage interne ou à usage externe, j'y reviendrai dans un instant. Mais c'est aussi, je vous le disais, dans l'accord avec OpenAI, la capacité pour Microsoft d'infuser ces services d'intelligence artificielle dans différentes applications. Ici, des applications plutôt pour des citizen data scientists ou des citizen développeurs. Je pense à Power BI et la suite Power Platform, j'y reviendrai. Mais également pour des pro-développeurs, une première version d'un copilote de pair programming permettant d'assister un développeur dans la génération de code ou dans la génération de documentation, par exemple avec GitHub Copilot. Mais c'est également la capacité pour des utilisateurs plus standards dans l'organisation de pouvoir consommer différents services d'intelligence artificielle dans leurs propres applications, que ce soit autour de la navigation web, du navigateur, du moteur de recherche, de la plateforme Dynamics ou de la plateforme Microsoft 365. J'y reviendrai dans un instant avec quelques exemples. Donc là, on voit bien que ce même service OpenAI, par exemple de chatbot, on va pouvoir le retrouver dans des applications métiers que vous développez en utilisant nos API, ou bien dans un produit fini sur étagère que vos collaborateurs dans l'organisation peuvent utiliser. Et puis le petit dernier qui est arrivé, qui a été annoncé récemment dans le domaine de la sécurité, la capacité de pouvoir assister la DSI et les équipes sécurité pour les accompagner dans la détection et dans la résolution d'incidents autour de la sécurité. On a annoncé donc un copilote sécurité il y a maintenant une quinzaine de jours sur le marché. Alors, première catégorie de services dont je vais vous parler, ce sont les services que vous allez pouvoir consommer en les intégrant dans vos propres applications. Ce sont les services donc Azure OpenAI Service, ceux qu'on a vus, vous retrouvez les 4 logos présentés ici. Mais l'engagement de Microsoft ici est de vous les mettre à disposition avec tout ce dont vous êtes en droit d'attendre en tant que client business de Microsoft. À savoir le fait de consommer ces services dans votre propre abonnement Azure, ce n'est pas quelque chose à côté, on respecte complètement votre choix stratégique en termes de plateforme Azure si vous l'avez faite. Vous allez pouvoir choisir la région dans laquelle vous allez tourner les services OpenAI. Comme la plupart des services Microsoft, vous choisissez de les localiser en France, en Europe ou éventuellement quelque part dans le monde. Bien sûr, en fonction de l'arrivée et des dates de disponibilité des différents services dans les différents data centers. Par contre, on a la même possibilité d'aller chercher la localisation géographique que l'on veut pour exécuter un service OpenAI. Les modèles d'intelligence artificielle, que ce soit les modèles sur étagère, mais des modèles que vous allez pouvoir entraîner avec vos propres jeux de données. Et là, ce qui est important, et c'est l'engagement qu'on prend bien sûr, c'est que votre jeu de données ne soit pas utilisé pour entraîner le modèle générique. Votre donnée reste votre donnée. Et donc, globalement, l'entraînement du modèle se fera de nouveau sur des datasets venant d'Internet. Votre donnée ne servira en aucun cas à entraîner la version N+1 du moteur GPT, par exemple. Une IA responsable et intégrée, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de travailler avec nos clients sur un engagement, d'utiliser l'AI de manière responsable. Et donc aujourd'hui, ce que l'on fait avec nos clients, c'est qu'on travaille sur des sets de données
qui sont les vôtres pour faire que ce traitement de l'intelligence artificielle réponde à des questions dans un cadre bien précis, donc dans le cadre de vos données, qu'elles soient contractuelles, qu'elles soient sur des documents textes que vous auriez éventuellement mis sur le système. Le contrôle d'accès, on en parle assez fréquemment. Tout le monde a effectivement dans l'idée que ChatGPT va donner ou ouvrir la visibilité à plus de données. C'est vrai puisque ça simplifie l'accès à la donnée. Par contre, la vraie question, c'est comment je contrôle à l'origine l'accès à la donnée. Donc effectivement, je vais pouvoir trouver un langage naturel de la donnée, donc quelque chose de beaucoup plus simple, mais je vais y avoir accès, moi, en tant qu'utilisateur, si j'ai accès à cette donnée. Donc que j'ai fait une requête en langage un petit peu plus évolué historiquement ou via ChatGPT, si j'ai accès à la donnée, je vais pouvoir la consulter. Si je n'ai pas accès à la donnée, je ne pourrai pas la consulter. Donc la vraie question, c'est comment je protège ma donnée et pas comment ChatGPT va apporter un trou de sécurité complémentaire. Le débat n'est pas ici. Et puis la capacité, si vous le souhaitez, de traiter toute cette donnée de manière chiffrée, que ce soit pendant son stockage, son transport ou même pendant l'exécution, puisqu'on va être capable de chiffrer toute la donnée, y compris pendant l'exécution sur les machines virtuelles. Et donc tout ça réside sur une infrastructure de données complète, donc que l'on appelle Intelligent Data Platform chez Microsoft, qui vous garantit aussi le fait que cette donnée, vous allez pouvoir la traiter comme d'habitude, avec de l'analytics, avec du stockage, avec de la redondance, avec tous les paramètres habituels, puisque l'enjeu n'est pas aujourd'hui d'envoyer de la donnée quelque part sur Internet pour demander à ChatGPT de répondre à une question, mais c'est réellement de réfléchir globalement votre data platform pour servir vos besoins business. Donc les différents services que vous avez à disposition et les grandes catégories, la première c'est la génération de contenu. On l'a tous soit testé, soit on en a entendu parler, c'est la capacité de ChatGPT de raconter des choses, de nous créer du contenu. La capacité de synthèse, j'aurai un ou deux exemples après, soit du résumé, soit de l'extraction de données. La capacité de générer du code ou d'interpréter le code et de pouvoir me le commenter. Ou alors de la recherche sémantique, donc de l'extraction de données de manière spécifique dans du texte. J'ai un ou deux exemples pour vous juste après. Donc les grandes catégories de services que l'on va retrouver, le premier auquel on pense, et dans les discussions qu'on a avec nos clients aujourd'hui de manière assez récurrente, c'est effectivement l'interaction client, que ce soit du support, que ce soit de la vente, etc. On a beaucoup d'idées en termes de génération de contenu, de guide, de l'agent conversationnel pour le rendre un petit peu plus efficace. Donc on a pas mal de réflexions avec nos clients sur ce sujet. La capacité donc pouvoir résumer du texte, proposer du contenu, donc on va penser ici à des fonctions marketing ou des fonctions de relation client également. Et puis on va y venir dans un instant sur la partie low-code et RPA, puisque eh bien, on voit que ça va simplifier les endroits où il pouvait rester un petit peu de code logiciel ou de logique à écrire en langage peut-être un petit peu moins naturel. Alors quelques exemples ici réels, puisque vous le voyez, ce sont des exemples en français. Par exemple, une conversation téléphonique d'un accident, du descriptif d'un accident. Et là, je lui ai posé les questions, vous le voyez, en langage complètement naturel, lui demandant d'extraire de la donnée et de me la formater. Ici, il me l'a formaté, vous voyez, dans une structure de données prête à être intégrée dans un CRM ou dans une base de données. Donc il a été chercher du contenu de manière sémantique et il me l'a structuré ici en JSON par exemple. Autre exemple, qui peut être un peu factice mais qu'on a utilisé sans entraîner particulièrement le modèle, eh bien, sur cette même conversation, la capacité pour ChatGPT de pouvoir nous proposer des questions qui pourraient manquer pour créer la fiche d'incident, si on parle ici d'un accident par exemple, pareil sur l'enregistrement d'une conversation qui a été faite entre deux personnes décrivant ce qui s'est passé sur un accident. Et puis ici, autre exemple qui intéresse beaucoup nos clients, sur un set de documents qui est le vôtre. Ici, ce sont des exemples de contrats de mutuelles, de contrats d'assurance pour des collaborateurs dans l'entreprise. Eh bien, le fait de pouvoir avoir un chatbot qui va bien sûr répondre en langage naturel à la question de l'utilisateur, mais surtout qui va montrer la source de la donnée, contrairement à ChatGPT grand public, qui vous renvoie de l'information à qui on fait confiance ou pas, elle a été récupérée quelque part. Ici, il vous indique les sources de la donnée. Donc, par exemple, il vous pointe directement dans le document, ici, des PDF internes à l'entreprise qui ont permis de répondre à la question posée par le collaborateur sur un problème d'assurance vie ou de performance
ici dans l'exemple qui est donné. Donc ça, ce sont pour les services Azure OpenAI Services. Et donc, comme je vous l'ai présenté en introduction, beaucoup d'autres produits Microsoft bénéficient de cette partie OpenAI. À commencer ici par Bing et Edge. Un exemple ici sur Bing. Vous le voyez, sa capacité donc à aller, bien sûr, répondre encore une fois en langage naturel, de structurer de la donnée. Il m'a fait un tableau automatiquement. Et puis, il me donne également la source des éléments, d'où il a tiré ces informations pour, vous voyez, structurer, dans mon exemple ici, un tableau de prix sur la partie évolution du prix de l'essence depuis quelques années. Sur le sujet low-code, 2 éléments à garder en tête. Le premier, c'est que ce chat GPT, que ce soit en acquisition et en compréhension d'informations ou en génération de contenu, il va avoir un rôle très important dans l'assistance aux utilisateurs pour créer du contenu. On estime en 2025 qu'une dizaine de % du contenu créé sera créé par des services d'intelligence artificielle générative. Et puis l'autre élément de contexte, c'est dans l'évolution du métier de développeur, dans l'arrivée du low-code puis du no-code, eh bien on voit que cette notion de langage naturel va nous permettre de pallier à nos problèmes de ressources en termes de développeurs et d'accélérer la production d'applications via le low-code et le no-code. Alors quelques exemples sur la partie Power Platform ici. Vous le voyez, cette capacité qu'on va avoir en langage naturel de pouvoir exprimer ce que l'on veut faire à l'application. Ici, dans l'exemple, je pars d'une application vierge, je lui propose de me designer une application en lui donnant quelques éléments, et vous voyez apparaître la notion de copilote, qui n'est pas le fait de juste lui faire une action one-shot, mais surtout qu'il m'accompagne au cours du temps pour me guider. Ici, vous voyez sur une partie workflow, la capacité que j'ai d'exprimer en langage naturel une alerte, et il va automatiquement me créer le flux d'actions autour de cette partie-là. Troisième élément, sur la partie utilisation de ChatGPT pour interagir avec un client de mon centre d'appel ou sur un mail qui arrive ici. Donc pas uniquement la capacité d'être assisté en tant qu'utilisateur, mais également d'interagir de manière naturelle avec des utilisateurs qui sont à distance et donc de les faire bénéficier des services ChatGPT. Alors j'ai introduit dans cette vidéo la notion de copilote et vous allez voir cette notion de copilote arriver dans tout un tas d'applications Microsoft. Cette notion de copilote, c'est donc un agent conversationnel à qui vous allez pouvoir demander de vous accompagner au quotidien pour pouvoir créer des choses ou répondre à des problématiques. Donc d'un mode où on devait connaître des formules, des langages, taper des commandes, aller dans des menus, eh bien on va pouvoir naturellement lui demander des choses et il va m'accompagner au cours du temps. Alors quelques exemples. Dans la suite Microsoft 365, on a annoncé il y a maintenant un petit mois le fait que Copilot allait infuser ses services dans quelques applications que vous connaissez. Je vous ai montré quelques exemples ici. Par exemple, dans PowerPoint, la capacité de pouvoir automatiquement lui dire sur un modèle graphique particulier, sur du texte venant de documents spécifiques de l'entreprise, fais-moi des propositions de contenu, donc crée-moi une application. Et comme vous le voyez, il ne s'arrête pas là, je peux lui demander de m'accompagner au cours du temps. Le slide est trop complexe, il n'est pas joli, je n'ai pas la bonne donnée, je le veux plus simple ou plus compliqué. Eh bien, le copilote va m'aider au fur et à mesure à faire évoluer ma présentation. Dans Word, la capacité par exemple de générer du contenu, là on va lui demander d'aller chercher du contenu sur une base de documents internes dans l'entreprise ou externes éventuellement, et puis il va automatiquement, vous l'avez certainement déjà éprouvé dans le domaine du grand public, eh bien la capacité de pouvoir générer du contenu ici dans Word. Bien sûr, le contenu reste toujours à la main de l'utilisateur pour pouvoir ensuite modifier et arriver au format définitif. Dans Excel, on a tous en tête le fait de pouvoir lui demander éventuellement de faire un graphique, de me représenter des choses. Là où il est un petit peu plus intelligent, c'est qu'il va pouvoir m'aider à analyser des problématiques que j'ai détectées sur mes données par exemple. J'ai une baisse de mon chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre, eh bien je vais pouvoir l'interroger pour qu'il essaye de me guider, de me donner quelques insights sur là où les raisons qui peuvent faire que ce chiffre d'affaires a diminué sur la période en question. Donc on voit bien qu'il n'est pas uniquement dans la structuration de la donnée, mais aussi dans le fait de m'accompagner sur des insights particuliers. Alors ça, c'est mon préféré.
Des fois, on est tous un petit peu en retard aux réunions. Un des exemples fonctionnels de ce que permet Copilot, et on est plusieurs chez Microsoft France à l'avoir vécu, eh bien, c'est le fait de pouvoir arriver. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne raison, mais si on arrive en retard en réunion, la capacité de Copilot pour Teams, de pouvoir résumer le début de la réunion en 5-10 lignes et de faire que rapidement on puisse être opérationnel pour pouvoir continuer la réunion sans avoir à demander à ses collègues ce qui s'est dit. Et on a même un petit résumé des actions ou des choses qui auraient été déjà discutées en amont. Et puis pour finir sur la série des copilotes, donc des assistants dans le domaine de l'utilisation des produits Microsoft, eh bien dans la suite Dynamics 365, à peu près sur toutes les plateformes, que ce soit pour assister les ventes, pour le service, pour le marketing, pour la supply chain, eh bien la capacité aussi d'infuser Copilot. Quelques exemples ici qui me viennent en tête. Par exemple, sur des ventes, eh bien, comme on l'a vu avec Teams juste avant, la capacité de pouvoir m'aider dans la création de contenu ou dans le résumé de conversation. Bien sûr, sur le marketing, la création de contenu, que ce soit pour du social, que ce soit pour des campagnes ou pour tout simplement assister la réponse à des mails, puisque eh bien, ça permet, sur du chatbot augmenté ou bien sur la génération de réponses clients, non pas génériques, mais cette fois-ci en allant utiliser le CRM, la fiche client, les éléments spécifiques pour faire une réponse qui soit vraiment la plus personnalisée possible. Sur le supply chain, les opérations par exemple, on pense tous aux heures carrées que l'on passe tous à chercher dans de la documentation, dans de la gestion d'incidents, etc. Eh bien la capacité qu'il va avoir à aller chercher dans ces bases de données privées, qui sont les vôtres, et pouvoir donc accompagner les demandeurs, qu'ils soient internes ou externes. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions.